les groupes B, plus de 205 Turbo 16 dans le nouveau championnat du monde des rallyes. Vous ne verrez plus non plus la Lancia Delta S4, celle qui avait remporté le Monte-Carlo l'année dernière. Exit les monstres, terminé la course à la puissance, trop de chevaux les Formule 1 de la route, trop d'accidents aussi. Vatanen au Tour de Corse 85, Toivonen et Cresto dans la même épreuve un an plus tard. Il y a maintenant un déséquilibre complet entre les voitures qui sont construites pour la compétition, les routes qu'on aborde et les pilotes. Nouvelle réglementation égale nouvelle voiture. Une des favorites du groupe A, la Lancia Delta HF 4 roues motrices. 250 chevaux aux mains de 3 pilotes d'exception, Kankkunen, Biasion et Sabi. Ce Monte-Carlo, c'est un peu l'inconnu pour tout le monde. Il y a beaucoup de nouveautés. Les voitures qui étaient homologuées déjà l'année passée ont fait un peu leur preuve, mais on ne les a jamais vues face aux nouvelles autos de cette année. Donc le Monte-Carlo va être, à mon avis, un rallye intéressant sur le plan justement des nouveautés. Autre favorite, la Mazda 323 Turbo 4 roues motrices, 240 chevaux, 2 voitures officielles engagées, une pour Timo Salonen, l'autre pour Ingvar Carlsson. Contrairement aux Lancia, homologuées depuis le 1er janvier, les Mazda bénéficient d'une année de compétition. Plus éprouvées, elles paraissent plus fiables dans la course au premier rôle. Difficile de faire un pronostic cette année, toutes les voitures sont nouvelles. Non vraiment, personne ne peut dire qui va gagner, mais moi je suis très satisfait depuis les essais, pour nous ça devrait marcher. Incertitude maximum pour les 2 roues motrices, Ragnotti et Chatrillo toujours aussi spectaculaires. Trop de neige cette année pour les Renault 11 Turbo, malgré un faible poids, 900 à 920 kg et 185 chevaux. Les 2 Renault préfèrent l'asphalte, histoire de jouer les troubles fêtes du groupe A, mais un petit peu plus tard dans la saison. Il y avait toujours, en général, que 2 marques qui participaient régulièrement au championnat du monde, alors que maintenant, enfin à partir de 87, déjà pour Monte-Carlo, on a 5-6 marques qui font le déplacement et une douzaine de pilotes capables de gagner le rallye Monte-Carlo. Banc d'essai pour une autre 2 roues motrices, la Mercedes 190 2,3 litres de Bernard Darniche. Première apparition au Monte-Carlo, l'une des nouveautés autorisées par le groupe A. La neige gêne aussi Darniche et Mahé, robuste et fiable, leur Mercedes est peut-être un peu trop lourde. Le rallye de Monte-Carlo se déroulant sur des épreuves très enneigées, on sera fortement pénalisé justement parce qu'elle n'a que 2 roues motrices. Mais nous sommes là surtout pour préparer le Tour de Corse et toutes les épreuves asphalte au niveau du championnat de France des rallyes. Parcours traditionnel à travers l'Isère, l'Ardèche, les Alpes de Haute-Provence, 26 spéciales, 10 de moins par rapport à l'année dernière, arrivé jeudi soir à Monaco. Dernier coup de flash sur le Monte-Carlo 87, difficile de désigner un vainqueur. Second l'année dernière, avec une nouvelle voiture, Salonen a tous ses chances cette année. Mission pour Lancia, une victoire dès la première épreuve du championnat du monde, mais attention à l'expérience de Walter Röhrl. 4 victoires au Monte-Carlo et l'ambition d'une 5e au volant d'une Audi 200 4 roues motrices. Alors, quelle que soit la voiture, de toute façon, le vainqueur sera... Ce sera certainement... 600 chevaux. À présent, les pilotes n'auront pas plus de 300 chevaux sous le pied. Autre changement, la suppression des épreuves spéciales de nuit très spectaculaires. Pas auprès des premiers à prendre le départ de cette première spéciale et je vous passe la parole, Christian. Oui, José, la première voiture, en l'occurrence la Lancia Delta HF de Juha Kankkunen, va partir dans cette première épreuve spéciale du rallye Monte-Carlo. Je vous rappelle que Kankkunen a 28 ans, qu'il est finlandais, qu'il est célibataire et qu'il est le champion du monde en titre. C'est un transfuge de chez Peugeot. Une minute. Kankkunen a débuté en 1978 sur des Ford Escort. Et ensuite, il est passé chez Toyota et chez Peugeot. Il a remporté sa première victoire en championnat du monde il y a 2 ans au Safari au Kenya. Il était alors au volant d'une Toyota. L'an dernier, Kankkunen a remporté 3 victoires au championnat du monde, la Suède, l'Acropole et la Nouvelle-Zélande. Alors qu'il a terminé 5e ici à Monte-Carlo et il débutait à l'époque au volant de la Peugeot 205 Turbo 16. C'était sa première expérience au volant d'une 4 roues motrices. Alors Kankkunen est actuellement sur la ligne de départ, il est très concentré. Je me proposais de lui faire dire 2 mots, mais c'est absolument impossible. Il a fermé sa vitre.
Il va prendre le départ de cette épreuve spéciale. 10 secondes avant le départ de Juha Kankkunen que vous allez pouvoir découvrir, José et Jean-Claude, tout de suite. 3, 2, 1. Et voilà, c'est parti pour Kankkunen. À vous, José. Oui, c'est parti. Et Kankkunen est donc au volant d'une Lancia Delta à 4 roues motrices, équipée d'un moteur de 2 litres à turbocompresseur qui développe environ 230 chevaux. Et c'est parti. Jean-Claude Andruet vous décrit la montée de Kankkunen. Eh bien là, nous voyons la Delta sortir du gauche qui précède la première épingle de droite. Et comme vous avez pu le remarquer, José, la voiture, grâce à ses 4 roues motrices, avance dans cette soupe parce que la neige sous un soleil fait pu prendre plein sud et la neige ne permettra pas de grandes performances. C'est très difficile de garder le contrôle d'une voiture lorsque la neige est fondante comme cela, puisque les roues n'ont pas une résistance au sol et c'est très difficile, même au niveau de la motricité. Alors ce qu'on a vu s'inscrire là, c'est un temps de passage partiel qui nous permettra des comparaisons tout à l'heure avec les voitures qui suivront la Lancia Delta 4x4 Turbo 2 Kankkunen. Mais comme vous l'explique Jean-Claude Andruet, les conditions de piste sont en fait extrêmement mauvaises. Et il est certain que si une voiture à 4 roues motrices comme celle-ci, et comme on le voit plutôt en difficulté sur cette pente, qu'est-ce que ça va être avec une 2 roues motrices alors? Bien, il y aura de très grosses différences sur ce petit parcours de 2 km parce que là, la motricité sera prépondérante. C'est ce qui va déterminer certainement, qui va être déterminant du moins dans les temps réalisés. Et je pense quand même que là, je suis agréablement surpris par la Delta. Parce que il arrive très vite. Là, je trouve qu'elle est très performante. Voilà, il passe devant nous, 1:40-55 pour Juha Kankkunen qui ouvre donc le bal de cette nouvelle saison 87 des rallyes avec la première manche du championnat. Rallye de Monte-Carlo, à vous Christian pour la deuxième voiture. Oui, Kankkunen était parti avec des Pirelli 165 clous, des pneus mixtes, alors que Timo Salonen vient de s'élancer. Timo Salonen, qui est un Finlandais de 35 ans, est parti lui avec des Michelin à gomme dure, avec un cloutage maximum, c'est-à-dire un cloutage de 165 clous. Oui, et Timo Salonen conduit une Mazda 323, une voiture japonaise à 4 roues motrices également, mue par un moteur turbo 1600 de 240 chevaux. Andruet, Jean-Claude, qu'est-ce que vous pensez de cette voiture japonaise? C'est une concurrente sérieuse, pensez-vous, pour la victoire au Rallye de Monte-Carlo? Bien, en tout cas, elle a fait ses preuves déjà l'année dernière dans le championnat du monde des rallyes en groupe A. Elle a montré son efficacité. Malheureusement, souvent, ces voitures n'étaient pas à l'arrivée. Mais en tout cas, au niveau de l'efficacité, elles sont à la fois très agiles et très nerveuses. 45,88, c'est 600e plus vite que Juha Kankkunen tout à l'heure avec la Lancia Delta. C'est une petite surprise peut-être quand même, non? Non, ces voitures sont très très proches finalement en performance, en poids. Et moi je pense que enfin, c'est de bon augure pour la bagarre du Monte-Carlo parce que apparemment ça va se jouer serré si on peut en juger du moins par ces premiers kilomètres. Qu'est-ce que vous pensez de la conduite là, de Salonen par rapport à Kankkunen? C'est la même école, c'est l'école finlandaise. Oui, enfin vous savez, il n'y a pas 36 façons d'être efficace. Et, vous avez vu, il a glissé beaucoup Salonen dans ce gauche là qui se referme légèrement, qui est très rapide avant la dernière épingle droite. Mais c'est difficile de garder le contrôle complet d'une voiture sur cette soupe. Vous savez, ça va être de pire en pire. En tout cas, voilà la Mazda qui se prépare à couper la ligne d'arrivée maintenant devant nous. C'est chose faite, 1:44,72. Ah, il a perdu beaucoup de temps. Salonen dans la deuxième partie de la montée, puisqu'il a 4 secondes moins vite que Kankkunen. À vous Christian. José, maintenant c'est Jean Ragnotti, le français Jean Ragnotti, qui vient de partir au volant de la R11 Turbo. La R11 Turbo qui est une 2 roues motrices et qui est handicapée par rapport aux tractions intégrales. Ragnotti est parti avec des Michelin, avec un cloutage maximum de 165 clous et de la gomme dure sur sa R11 Turbo. Ragnotti a 41 ans, il est marié et il est père d'un enfant. Il a débuté en 67 sur une R8 Gordini. À vous José. Eh bien, ce qu'on a pu remarquer tout de suite, c'est que Jeannot avait malheureusement, avec 2 roues motrices, beaucoup de difficultés à démarrer. Il a perdu beaucoup de temps dès le départ. Et je ne sais pas si vous avez pu le remarquer tout à l'heure, pour revenir à Timo Salonen, il a dérapé beaucoup sur la fin. Et en tout cas, il est passé beaucoup moins vite que nous par rapport à Kankkunen sur la ligne d'arrivée, ce qui explique cet écart de 4 secondes.
malheureusement, avec une 2 roues motrices, je ne pense pas que Jeannot, malgré tout son talent, pourra rivaliser avec ces 2 pilotes. Oui, alors il faut dire que c'est un peu navrant. Effectivement, l'arme absolue dans ce rallye de Monte-Carlo, compte tenu des conditions, c'est-à-dire un enneigement à peu près total, ce sera évidemment d'avoir une voiture avec une transmission à 4 roues motrices. Ce n'est pas le cas d'aucune des voitures françaises engagées, malheureusement. Ça montre qu'il y a une carence de notre industrie à ce niveau dans le domaine, dans le secteur du marché des voitures à haute technologie. On sait faire en France, on l'a prouvé, Peugeot l'a prouvé avec la Turbo 16, mais c'était un prototype. Renault l'a prouvé en Formule 1, mais malheureusement au niveau des voitures de série, eh bien pour le moment en tout cas, pas de voiture française compétitive et Ragnotti a beau s'escrimer de son mieux et de tout son talent au volant de sa R11 Turbo, là, il est vraiment très désavantagé. Vous le voyez, ça se voit à l'œil nu. Oui, d'ailleurs vous avez pu remarquer, non pas lors de cette sortie d'épingle, mais celle qui précédait, eh bien nous avons vu Jeannot chercher des trajectoires dans la neige fraîche en espérant trouver une résistance et une motricité supérieure. C'est évidemment, là vous apercevez que la réflexion du pilote, c'est certainement le premier mari de ne pas pouvoir avancer plus vite, mais c'est absolument... Voilà, oh l'écart est énorme, vous le voyez, l'écart est considérable, 2 minutes 10 pour Ragnotti, 1,40 pour Salonen tout à l'heure. Alors que déjà dans la côte, c'est Walter Röhrl maintenant, le grand favori de ce rallye de Monte-Carlo qu'il a déjà mis 4 fois à son palmarès. Röhrl au volant d'une Audi 200 Turbo Quattro, c'est-à-dire la voiture la plus puissante, environ 300 chevaux, mais la voiture la plus encombrante et la plus lourde aussi de toutes les favorites de ce rallye de Monte-Carlo. Je laisse Jean-Claude Androuet vous décrire la montée. Eh bien, j'ai hâte de voir le temps partiel, 47-46. Certainement que Walter est handicapé par le poids de sa voiture. Je crois que c'est quand même là dans une montée aussi pentue, avec un problème de motricité aussi aigu, eh bien je pense que là le poids est déterminant. Et c'est pour ça que je pense encore, je vous en avais parlé tout à l'heure, qu'une petite Visa pourra être redoutable sur un parcours comme ça, et notamment sur tout le parcours du Monte-Carlo qui est très enneigé cette année. Voilà, en tout cas, Röhrl se bat avec son incomparable talent. Röhrl, c'est un pilote allemand, Walter Röhrl, et c'est certainement le plus polyvalent de tous les pilotes de rallye. Il est non seulement bon dans la neige, mais il est bon sur l'asphalte, sur le sec, sur le mouillé, dans toutes sortes de rallyes et sur toutes les compétitions et sur toutes les routes du monde. Je voulais vous faire remarquer, vous avez vu, non seulement il a une voiture qui est lourde et encombrante, mais il a dérapé un minimum de temps. C'est le modèle de l'efficacité, Walter Röhrl. C'est vraiment le pilote qui tire le maximum de la voiture dont il dispose. Une 45-11, c'est quand même presque 5 secondes moins vite que Salonen. À vous, Christian. Oui, et c'est Stig Blomqvist qui est au départ de la spéciale. Maintenant, Stig Blomqvist au volant de la Ford Sierra 4 roues motrices. Stig Blomqvist qui est parti avec des Pirelli S1, c'est-à-dire avec un cloutage maximum de 165 clous. Blomqvist a 41 ans, il est suédois, il est célibataire, il a débuté chez Saab avant de passer chez Audi et de rejoindre l'équipe Ford. C'est le champion du monde en 84. À vous pour très spectaculaire, Stig Blomqvist, pilote suédois, le roi de la glisse, n'est-ce pas, Jean-Claude? Oui, très spectaculaire, mais il faut dire qu'il est dans son élément. C'est un Suédois, donc qui dit Suédois dit pilote la plupart du temps sur la neige, et il affectionne particulièrement tous les terrains glissants pourris. Il est redoutable, vous savez, il a été redoutable, il l'a montré de nombreuses années en Angleterre sur la boue, et donc là il tirera certainement le maximum de potentiel. Alors on attend à dire le voilà 47-57, c'est quand même un petit peu moins rapide que celui de la Mazda et celui de la Lancia de Salonen et de Kankkunen. Pour Blomqvist qui conduit donc une Ford Sierra à 4 roues motrices équipée d'un moteur de 2,8 litres V6 d'environ 250 chevaux qu'il a choisi au tout dernier moment in extremis plutôt que la Ford Cosworth Sierra à 2 roues motrices qui était en principe prévue pour lui avant que l'on sache que les conditions qui vont prévaloir au cours de ce rallye de Monte-Carlo sont dominées par un terrain pratiquement à 100% enneigé. Oui, c'est pour ça qu'étant premier pilote, il a choisi cette 4 roues motrices, parce que ça va être déterminant, évidemment, comme vous venez de le dire. En fait, donc peut-être un petit handicap de puissance quand même pour Blomqvist par rapport au Mazda et au Lancia. En tout cas, nous allons voir maintenant, il s'approche de l'arrivée, le meilleur temps est 55 inscrit en haut, vous le voyez. Où il
aura du mal à battre, oui, 1,46. Il est battu par Walter Röhrl. À vous, Christian Vella, pour la suite. C'est Massimo Biasion au volant de la Lancia Delta HF qui va prendre le départ. Biasion avec un cloutage maximum aussi. Biasion est italien, il a 28 ans. Il a remporté sa première victoire en champion du monde la saison dernière en Argentine. Il avait terminé 6e ici en 84 et 9e en 85. C'est un espoir des rallyes en Italie. On va voir ce qu'il va faire contre les pilotes scandinaves. À vous, José. Vous le connaissez bien, Biasion, Jean-Claude Andruet? Bien sûr, j'ai couru très souvent contre lui. C'est un pilote très très sûr. C'est un garçon qui est très réfléchi, qui a progressé sans arrêt chaque année. Lui a valu une progression. Et ça a été constant et c'est un garçon qui est toujours sur la route, qui est toujours à l'arrivée. Parlez-nous un petit peu de la technique du pilotage dans ces conditions d'enneigement très spéciales, Jean-Claude, si vous voulez bien, parce qu'on voit effectivement la voiture qui prend des angles et qui suit des trajectoires qui sont peut-être pas évidentes aux yeux de tout le monde. Eh bien là, en réalité, si vous voulez, je pense que le souci des pilotes, c'est de rester avant tout sobre. Parce que quand on part dans un dérapage, on n'est pas sûr de le maîtriser complètement parce que le terrain vous échappe, si vous voulez. Et donc, c'est très, très difficile de contrôler la voiture. Et quand vous partez en travers comme cela, eh bien, dans de longues glissades, vous perdez du temps. Il faut avant tout être efficace. Et comme la motricité est quand même efficace sur une 4 motrice, eh bien, il faut essayer de rester en ligne pour pouvoir avancer plus vite. Voilà, alors cette Lancia Delta 4x4, c'est la dernière génération, la toute dernière génération de voitures avec une transmission très élaborée, variable selon l'avant et l'arrière. Meilleur temps pour Biasion, 1:37.26. À vous, Christian. Oui, c'est Kenneth Eriksson qui a eu l'honneur de placer la Golf GTI 16 soupape et de lui donner le titre de champion du monde du groupe A la saison dernière. Kenneth Eriksson, qui est suédois, qui a 30 ans, qui est célibataire et qui pilote cette année encore la GTI 16 soupape. Mais la GTI est une 2 roues motrices, une traction qui ne pourra pas rivaliser, je pense, avec les tractions intégrales. Kenneth Eriksson a fait du motocross avant de se lancer dans la compétition automobile. Il est passionné de chasse et de pêche. C'est l'homme du groupe A. Il a accumulé la saison dernière un grand nombre de victoires dans ce groupe et il est champion de Suède en 85. À vous, José, pour sa montée. Oui, eh bien, évidemment, c'est la championne d'Europe groupe A l'année dernière, mais je crois qu'elle aura du mal à prétendre à la victoire ici. Il se battra plutôt contre les Renault 11 Turbo, traction avant 2 roues motrices également, n'est-ce pas, Jean-Claude Andruet? Bien sûr, puisque nous pouvons comparer les performances, puisque ce sont 2 voitures qui sont des tractions avant. Alors ce sont des voitures remarquables par ailleurs d'efficacité, mais là dans un terrain très enneigé, il est certain qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec les 4 motrices qui sont des modèles d'efficacité sur le plan de la motricité. Voilà, ici c'est particulièrement évident. Regardez comme Eriksson a du mal à faire repartir la GTI soupape à la sortie de cette épingle. La montée, le pourcentage est évidemment très important. La neige, comme vous le disiez, est transformée en soupe par l'ardeur du soleil. Et voyez comme il suit à la sortie de l'épingle, il essayait de suivre les traces les plus importantes pour essayer de bénéficier, de retrouver l'asphalte qui commence à apparaître dans certaines traces de voitures. Oui, alors en somme, on peut dire qu'il cherche à gagner le classement de la 2e division, Eriksson, là. La base, c'est le temps de Jean Ragnotti tout à l'heure au volant de sa Renault 11 Turbo. 2 minutes et 10 secondes, c'est-à-dire un temps supérieur de l'ordre de 30 secondes à celui de Biasion, même un peu plus. Un temps donc extrêmement lent par rapport à celui des 4 roues motrices les plus élaborées et les plus compétitives. Voilà Eriksson qui s'apprête à terminer. Il est dans la dernière ligne droite maintenant. Donc temps à battre 2:10 par Ragnotti. Battu 2:04.48 donc pour Eriksson et déjà Sabi est dans la montée. Sabi a pris le départ. Les concurrents partent en 2 minutes. Compte tenu du temps de Eriksson supérieur à 2 minutes, et bien Sabi est déjà parti sous les yeux de Jean-Claude Andruet qui le suit avec une attention toute particulière, j'imagine. Oui, bien sûr. Nous sommes curieux de voir ce que va faire Bruno dans son pays. Nous l'avons récupéré dans la première gauche qui précède la première épingle. La voiture était vraiment en dérive. On voit qu'il attaque. Il a un temps
intermédiaire qui le place très très bien. Vous avez vu, il a fait 42,92. Il en veut et il attaque. Oui, et le temps à battre, c'est Biasion, évidemment, une 37-26. Mais il est certain que Sabi, qui fait ses débuts aujourd'hui officiels dans l'équipe officielle Lancia, a quelque chose à démontrer face à des pilotes de tout premier rang comme Kankkunen ou comme Biasion. Et par conséquent, il doit être particulièrement motivé, d'autant plus que, bien sûr, c'est un peu le régional de l'étape. Il est de Grenoble et c'est tout près. Et ses supporters, voilà, sont nombreux ici au bord de la route. En tout cas, il a réalisé le meilleur temps intermédiaire. Oui, et peut-être va-t-il réaliser d'ailleurs le meilleur temps tout court. Nous l'attendons maintenant, nous allons le voir apparaître au début de la ligne droite finale. Voilà dans un superbe travers, l'ancien Delta 4-4 de Sabi, une 35-71. Effectivement, meilleur temps pour Sabi, 2 secondes devant Biasio. José? Oui. José? Oui, je vous écoute, Christian. Oui, eh bien, c'est très bien pour Bruno Sabi, alors que c'est François Chatriot qui va prendre le départ avec une R11 Turbo, donc une voiture, une 2 roues motrices, une traction qui n'a rien à faire en fait contre les tractions intégrales. François Chatriot a 35 ans, il est marié, il a un enfant et il est médecin, il vient de s'élancer, c'est le vice-champion de France des rallyes. Voilà, à vous. Oui, eh bien, c'est la même remarque, n'est-ce pas, Jean-Claude, que nous sommes amenés à faire à chaque fois que nous voyons partir une 2 roues motrices. On plaint le pilote, bien sincèrement, il faut bien le dire dans ces conditions. Oui, ce qui serait intéressant par contre à remarquer, José, c'est que il faudra regarder le temps que va faire François Chatriot, parce que on pourra voir si le terrain se dégrade ou s'améliore en fonction du temps qu'a fait Jeannot Ragnotti. Oui, effectivement, et je le rappelle, il était de 2 minutes et 10 secondes ce temps de Ragnotti. Donc Renault Sport a engagé ici 3 Renault 11 Turbo. Ce sont des voitures qui peuvent peut-être faire un bon parcours dans le championnat du monde des rallyes cette année, parce que ça ne se déroulera pas toujours sur la neige ou sur des terrains aussi glissants que celui-ci. Et ce sont des voitures, je crois, d'une fiabilité éprouvée et qui seront en plus très bien conduites. Donc elles peuvent avoir un rôle intéressant au niveau du championnat. Mais en revanche, ici à Monte-Carlo, comme vous le voyez, elles sont terriblement handicapées. Elle pourrait retrouver les premiers rôles sur des épreuves asphaltées, complètement déneigées. Où là, elle pourrait démontrer qu'elles sont des voitures maintenant très au point. Oui, disons qu'elles sont équipées d'un moteur 1400 cm3 turbo, qui développe environ 185 chevaux, c'est pas mal compte tenu de la cylindrée, et qui les développe d'une façon fiable d'ailleurs. Mais l'asphalte, c'est pas le jour, hein. Aujourd'hui c'est la soupe. C'est pas la semaine. Et vous voyez bien que Chatriot a le plus grand mal à extirper sa Renault 11 Turbo des 3 épingles qui constituent les principales difficultés de cette petite course de côte, brève certes, mais qui est déjà de nature à mettre en évidence un certain nombre de grandes caractéristiques et une certaine hiérarchie. Ici, voilà, Chatriot va franchir la ligne d'arrivée, c'est nettement plus vite que Ragnotti tout à l'heure, 2,03, et ça vient probablement du fait que le circuit est un petit peu moins glissant maintenant, l'asphalte est un peu plus apparent. Oui, parce que je pense pas que Jeannot est quand même un pilote qui a démontré toutes ses qualités et de l'efficacité. C'est le premier pilote chez Renault et je pense que c'est certainement dû aux conditions qui changent très rapidement sous le soleil. Et maintenant c'est le deuxième pilote de l'équipe Ford qui est en piste et il est presque à l'arrêt, vous le voyez dans les premières épingles, et ça n'est pas parce qu'il manque de talent, c'est Kalle Grundel, un bon pilote, un baroudeur expérimenté, un Suédois, encore un spécialiste de la glisse, mais c'est parce que lui, contrairement à Blomqvist, est parti avec la voiture prévue, c'est-à-dire la Sierra Cosworth à 2 roues motrices, voiture très puissante puisqu'elle est équipée d'un 2 litres turbo qui développe au minimum 300 chevaux, mais voiture terriblement handicapée ici, vous le voyez, par la consistance molle de la neige et qui a le plus grand mal à se frayer un chemin parmi les rails qu'ont tracés les précédents concurrents et les petits tas de neige qui se sont accumulés de part et d'autre. Oui, là, évidemment, c'est une voiture qui est quand même relativement lourde, encombrante et une propulsion, un moteur avant, transmission arrière, c'est vraiment très loin de ce qu'on peut faire comme solution idéale sur la neige ou dans la soupe. Oui, je pense qu'on peut dire qu'il a tout faux, quoi. Il a tout faux. Il a tout faux, voilà. le pauvre Grundel. Il a les roues arrière motrices, c'est-à-dire
un système excellent, certes, quand l'adhérence est bonne, peut-être le meilleur, mais par contre un système déplorable quand l'adhérence est aussi mauvaise ici, aussi précaire qu'ici, et en plus beaucoup de puissance, un moteur turbo, un poids relativement important, enfin bref, tout va mal pour lui, mais il s'en tire quand même d'une manière honorable parce qu'il a énormément d'expérience. Voyez José, même dans la ligne droite, oui. C'est tellement fuyant sous les roues des pilotes voilà. ce terrain que les voitures partent dans des dérapages qu'il faut constamment contrôler. Oui, Christian. Oui, c'est Erwin Weber, le second pilote de l'équipe Golf Volkswagen qui vient de partir. Erwin Weber est un Allemand, c'est un pilote chevronné, mais qui est plus spécialiste des rallyes africains que des épreuves européennes. Il lui manquera sans doute l'expérience du Monte-Carlo pour se hisser, ne serait-ce qu'au niveau de son coéquipier de l'équipe Volkswagen, c'est-à-dire Ericsson. Oui, le Kilimanjaro s'est enneigé, mais il n'y a pas de piste, donc il ne fait pas de course de côte. Alors ici, à l'Alpe d'Huez, eh bien effectivement, Erwin Weber se bat avec sa Golf GTI 16 soupape, voiture quand même aidée par sa légèreté, elle ne pèse pas 900 kg et elle développe tout de même 194 chevaux, une puissance fort respectable que lui procure son magnifique 4 cylindres à 4 soupapes par cylindre. Et donc Weber dans la côte maintenant entre les deux épingles sous les yeux de Jean-Claude Andruet. Bien, je pense, José, quand même que maintenant, bien que le terrain soit toujours aussi glissant, certainement qu'il permet quand même de meilleures performances aux voitures qui ont des problèmes de motricité, parce que dans beaucoup d'endroits, vous voyez que les voitures ont tracé de larges sillons et on commence à voir apparaître l'asphalte, et ce qui permet aux voitures qui ont des problèmes de motricité de retrouver celle-ci, si vous voulez, au bénéfice de l'asphalte. Voilà, alors donc on a vu que Grundel a mis 2,07 pour monter, on a vu que Chatriot a mis 2,03, c'est lui le plus rapide ou plutôt le moins lent des pilotes équipés de voitures à 2 roues motrices seulement. La bataille entre la Golf GTI 16 soupape et la Renault 11 Turbo, deux voitures à 2 roues motrices traction avant, sera certainement très serrée et très intéressante à suivre, même si ce ne sera pas pour la victoire au classement général cette année selon toute probabilité, et sauf hécatombe parmi les favoris, bien entendu, ça peut toujours arriver. 2,04,86 à vous, Christian. Oui, eh ben, à moi, il n'y a personne sur la ligne de départ. On attend le Belge Droogmans, oui. Mais Droogmans n'est toujours pas là. Droogmans qui pilote une Ford Sierra 4x4. Bon, bah écoutez, on va peut-être en profiter de ce petit répit pour faire un petit bilan déjà de ce qu'on a vu. Et j'ai demandé à Jean-Claude Andruet quels sont les premiers enseignements qu'il tire des montées auxquelles nous avons assisté jusqu'à présent. Eh bien, moi, José, il y a une chose qui m'a frappé tout d'abord, c'est la rapidité avec laquelle sont passés devant nous les Lancia. Donc au niveau de l'efficacité, de leur motricité, je crois qu'il n'y a pas de doute parce que nous les avons vus dans les premières voitures, et alors que Jean Ragnotti a été vraiment très handicapé, à lui qui ne disposait pas d'une 4 roues motrices mais d'une traction avant. Il est parti en 3e position, c'est-à-dire dans les conditions les plus difficiles au niveau de la motricité. Il n'a pas bénéficié justement de traces où il pouvait récupérer l'asphalte pour retrouver cette motricité qui permet dans ce genre d'épreuves courtes et en côte très fortes de réaliser un temps correct. Oui. Alors, par ailleurs, comme vous l'avez... José ? Oui. Oui, on attendait Droogmans, mais on attendait ensuite Ingvar Carlsson, le pilote de l'équipe Mazda, mais ni Droogmans ni Carlsson ne sont là. Et je vois se pointer là-bas Alain Oreille au volant de la R11 Turbo, la 3e R11 Turbo. Alors, je ne sais pas si Carlsson a eu des problèmes ou s'il a déjà abandonné. Ce serait très dommage pour la suite de la compétition, car on comptait beaucoup sur les Mazda, qui faisaient partie des favoris de ce rallye Monte-Carlo. Oui, je rappelle qu'il n'y avait que 2 Mazda d'usine inscrites au départ de ce rallye de Monte-Carlo. La première pilotée par Salonen, nous l'avons vu tout à l'heure, il occupe une brillante place au classement. Et la seconde était en effet pilotée par le Suédois Carlsson. Ah bon? Oui, José ? Oui, je vous écoute. Oui, je viens d'avoir une information. Les 2 pilotes qui ne se sont pas présentés, en l'occurrence le Belge Droogmans et le Suédois Ingvar Carlsson, ils sont bloqués en bas vers Bourdoisan. Ils n'arrivent pas à monter. Et c'est ce qui fait qu'ils ne se sont pas présentés sur la ligne de départ, où se trouve actuellement Alain Oreille, donc Alain Oreille qui est associé à son épouse Sylvie Oreille. Alain Oreille a 34 ans, dont il est donc marié, il est originaire de Martigues, il a débuté en 1972 sur une BMW 1600.
Il a couru ensuite avec une Simca 1000 Rallye 2, une Opel Kadett GTE, une Opel Ascona, avec laquelle il a remporté le trophée Opel. En 84, il est passé chez Renault au volant d'une R5 Alpine, puis au volant des R11 Turbo, avec lesquels il a terminé 5e du championnat de France, et 3e en 85 et 3e également en 86. C'est un pilote très rapide, parfois peut-être un peu trop impulsif, on le dit très nerveux, Alain Oreille. Mais c'est une valeur sûre chez les rallymen français, et peut-être il représente avec Chatriot, Loubet, Auriol, la nouvelle génération de rallymen qui doivent succéder aux Andreu, Darniche, Nicolas, etc. Une génération d'espoir que l'on attendait depuis longtemps et qui représente ce qu'on peut attendre de mieux en rallye. Alain Oreille, sur un terrain mixte, il peut tirer son épingle du jeu malgré le handicap de sa R11 Turbo, qui est une 2 roues motrices par rapport aux tractions intégrales. Oui, alors disons que Oreille a été l'année dernière le vainqueur du groupe A, justement lors de du rallye de Monte-Carlo 86, rallye Monte-Carlo 86, donc vainqueur en groupe A contre Carlson et sa Golf GTI qui remportèrent eux le championnat en fin de saison. Mais Oreille, certainement, grande expérience de cette voiture et du Monte-Carlo, et effectivement il va être intéressant de voir quelle performance il va réaliser par rapport à celle de Chatriot et autres Carlson. Oui, ce qui sera intéressant également de remarquer, c'est que ce rallye présentera des courses dans la course. Je pense qu'on pourra assister à des batailles très serrées entre les 4 roues motrices d'une part, les tractions avant d'autre part, et éventuellement les propulsions. Et bien, c'est quand même intéressant sur le plan de l'enseignement. Oui, alors donc 2.03, c'est le temps qu'avait fait Chatriot tout à l'heure, et c'est le temps à battre pour Alain Oreille, donc au volant de cette Renault 11 Turbo. Voilà Oreille qui semble à l'attaque. Oui, oui. Hein, oui. Vraiment, il a un peu de mal à s'en sortir. Bien, oui. Dès que vous retombez dans la neige profonde, si vous n'êtes plus complètement dans les traces où vous pouvez récupérer un peu d'asphalte, et bien là, automatiquement, la voiture est freinée comme dans le sable. Si oui, c'est pratiquement bloqué. Là, on l'a vu. Oreille est rentré très fort dans l'épingle. Il est sorti un peu large. Il est sorti des traces, effectivement. Traces, voilà. Et ça lui a coûté certainement quelques secondes. Alors là, il va sans doute en tirer les conséquences, peut-être, et attaquer un petit peu moins fort ici pour rester... oui, c'est ça, voilà, il est un peu plus de grâce, mais quand même. Vous voyez que la voiture a manqué la corde et qu'elle a été projetée sur l'extérieur, la voiture s'est pratiquement arrêtée, elle a été freinée complètement par cette neige molle. Absolument, il n'y a pas intérêt à attaquer sur ce genre de terrain. Il y a intérêt à essayer de couler au maximum, probablement pour essayer de profiter le plus possible des rails qu'ont creusé les concurrents précédents. Et voilà Oreille qui s'apprête à terminer maintenant sa montée. Ah, ce sera pas mal, mais 2.05.67, c'est quand même 2 secondes derrière Chatriot. José ? Oui. Oui, eh bien, Per Eklund est parti au volant de la Subaru 4 roues motrices. Eklund est un Suédois qui a la quarantaine. Mais j'ai à côté de moi Cyril Frey, qui est le responsable du service de presse de chez Mazda. Il peut nous donner des nouvelles d'Ingvar Carlsson. On disait que Carlsson était bloqué avant le départ de la spéciale. Alors, Cyril, qu'est-ce qu'il est arrivé à Ingvar Carlsson? Eh bien, Carlsson est bloqué à 1 km du départ de la spéciale avec un problème de turbo. Il avance à 10 km/h. C'est certainement quelque chose de léger, mais les mécanos sont en train d'arriver sur sa voiture. On peut dire que c'est cuit pour Carlsson? Ah non, il est beaucoup trop tôt pour le dire. Ok, merci Cyril. Et au départ de cette spéciale Chin qui est un monégasque, un bon amateur, je vais peut-être vous laisser, José, décrire la montée de Per Eklund. Hein, oui, parce que c'est intéressant. Subaru, c'est la deuxième équipe japonaise, la deuxième vague de la marée jaune, pourrait-on dire, car un des éléments intéressants de cette nouvelle saison 87, c'est que les Japonais attaquent en force. Si Lancia, si Ford, si Renault
qui défendent les couleurs de l'Europe dans ce grand défi, dans ce grand challenge qui est le championnat du monde des rallyes, eh bien Mazda et Subaru, eux, défendent les couleurs japonaises avec des chances de succès, et ça c'est nouveau, n'est-ce pas Jean-Claude? Oui, bien sûr, c'est l'avènement du groupe A qui les a propulsés sur l'avant-scène des rallyes, puisque auparavant, aucune voiture japonaise ne concourait en groupe B, donc nous n'étions pas habitués à les voir en si bonne position. Alors une 53-97, c'est quand même beaucoup moins rapide que les Mazda. Oui, mais cette voiture est beaucoup plus lourde et moins puissante que ses concurrentes quand même, je crois, parce que vous avez vu, Pierre Ecloud est un pilote qui a fait ses preuves, qui a beaucoup d'expérience et qui est monté sobrement, mais certainement avec un maximum d'efficacité. Oui. Mais malgré tout, il y a quand même des paramètres performance propres à la voiture qui ne lui permettent pas d'être au point. Oui, alors ça c'est une voiture historique, vous voyez en quelque sorte que nous voyons monter devant nous, parce que c'est une Audi Quattro et c'est la première voiture à 4 roues à transmission intégrale qui se soit attaquée vraiment sérieusement au problème des rallyes dans les années 80, et c'est elle qui, on peut le dire, a entraîné à sa suite tout ce grand mouvement qui nous amène maintenant à avoir de plus en plus de voitures à traction intégrale, c'est-à-dire à 4 roues, encore à 4 roues motrices, comme on dit. Voilà, c'était la première historiquement, et elle a gagné d'ailleurs le rallye de Monte-Carlo aux mains de Walter Rohr. José? Oui, Christian. Oui, alors que Chin continue de monter vers l'Alpe d'Huez, c'est Carlson qui se présentait enfin sur la ligne de départ. Carlson qui semble très contrarié, il fait la gueule comme on dit, il est très mécontent de ce qui lui est arrivé avec son turbo. Carlson qui est un pilote suédois de 39 ans, qui est marié, qui a 2 enfants et qui a déjà remporté 3 fois le championnat de Suède. Il jouit d'ailleurs dans son pays d'une énorme popularité qui n'est pas due seulement à son homonymie avec le Premier ministre de Suède. Jusqu'en 83, il partageait, Carlson, sa passion avec le monde des affaires. C'était un homme d'affaires très, très occupé, mais en 83, il a sauté le pas pour faire de la compétition en rejoignant le team Mazda, qui est basé à Bruxelles et qui est placé sous la direction d'Achim Warbold, l'ancien pilote de rallye allemand, un ancien pilote qui était très rapide et qui a notamment couru avec Jean Tonne, l'actuel directeur sportif de l'équipe Peugeot. Voilà, Mazda et Ingvar Persson qui ont du mal à démarrer, un départ complètement raté pour Carlson. Je ne sais pas s'il pourra encore aller très loin. À vous, José, Jean-Claude. Oui, effectivement, on entend d'ici le moteur de la Mazda pétarader et effectivement, on voit que Carlson a le plus grand mal du monde à prendre de la vitesse, si l'on ose employer ce terme ici. Le malheureux est vraiment au ralenti. Il se traîne, il va essayer sans doute de rejoindre tant bien que mal la prochaine assistance, mais pour lui, à l'évidence, ce rallye de Monte-Carlo commence bien mal. Est-ce que ce handicap, Jean-Claude, est de nature à lui casser le moral? Vous croyez, est-ce qu'il sera insurmontable pour lui? Bien, je pense qu'il va prendre un handicap, c'est certain, mais c'est pas rédhibitoire. Vous savez, au départ d'un Monte-Carlo, lorsque l'épreuve fait 2 km, il va perdre peut-être 1 ou 2 minutes même, mais il doit quand même, c'est pas insurmontable. Mais à condition qu'il arrive en haut de la côte. Bien sûr, et en tout cas, c'est quand même un handicap sérieux parce que vous avez pu remarquer que la concurrence était sérieuse et serrée, oui, et que plusieurs pilotes se tiennent dans des temps très loin donc, de ce qu'il va pouvoir réaliser, et que évidemment, bien que ce soit un pilote de grand talent, et ça sera difficile pour lui de revenir. Et c'est un risque à Monte-Carlo, vous savez, parce que moi j'en ai fait l'expérience très très longtemps, où j'étais incapable de terminer à Monte-Carlo parce que je voulais faire des performances vraiment très très top niveau, et lorsque vous avez un handicap à remonter comme ça et que vous attaquez très fort, ça vous pousse à prendre des risques que vos concurrents n'ont pas à prendre. Oui. Et dans ce cas-là, vous pouvez réaliser des temps fantastiques, mais vous avez aussi beaucoup de chances de réaliser des sorties de route qui vous font perdre énormément de temps, ce qui fait que vous avez des résultats en dents de scie. Et souvent, c'est une mauvaise politique pour espérer une victoire à Monte-Carlo. Oui, il va repartir quand même. On voit quand les caméras prennent la voiture de face alors que le concurrent suivant a déjà pris le départ. Il doit s'agir probablement de Manfred Hero sur une Lancia Delta 4x4, n'est-ce pas? C'est un pilote allemand, un des seuls pilotes privés à disposer de cette nouvelle 4x4 hyper compétitive. Donc il va certainement trouver sur sa route et sur son chemin la Mazda au ralenti.
et il faut espérer que le doublage se passe sans difficulté et sans danger. Non, là, les différences de performance entre les deux voitures sont telles que ça ne posera pas de problème. Et puis en plus, la route est très large. Donc ça ne va pas poser de problème. En tout cas, ce qu'on voyait lorsque la caméra prenait de face la Mazda de l'infortuné Carlson, c'était que le carénage inférieur qui protège le moteur était détaché. Peut-être cela résultait-il d'un début de démontage de la part de l'équipe d'assistance de Mazda, ou bien alors le Suédois a peut-être heurté un mur de neige avant de se présenter au départ de cette spéciale qui aura, je crains, le plus grand mal à achever. En tout cas, il n'est pas encore passé devant nous pour l'instant, alors que nous suivons toujours la montée de l'Allemand Hero, qui est un bon pilote de rallye allemand. Voilà, ici la Mazda, il l'a vu, heureusement. Il l'a vu, c'est instantanément écarté, vous l'avez vu, Carlson. Voilà, très bien. Oui, José, c'est Darniche au volant de la Mercedes 190 2 litres 3 16 soupapes qui va s'élancer maintenant. Ah, une vieille connaissance à Jean-Claude Andruet, alors je vais lui laisser la parole directement. Oui, Darniche, qui est un pilote de la génération d'Andruet, qui est un monument un petit peu des rallyes en France. Il a été 3 fois champion de France, 2 fois champion d'Europe. Il a remporté 9 victoires en championnat du monde, 2 avec Fiat, 4 avec Lancia, 3 avec Alpine, et c'est le recordman absolu des victoires au Tour de Corse avec 6 succès. Voilà, Bernard Darniche est parti avec la Mercedes. Oui, alors 2 roues motrices et 2 roues arrière motrices pour cette Mercedes. Je crois, Jean-Claude, que votre ami Bernard va avoir du mal à sortir son épingle du jeu ici aujourd'hui. Bien sûr, il n'a pas la solution idéale aujourd'hui, et je le crains malheureusement dans la semaine. Oui. Mais Bernard est un garçon intelligent, il va savoir certainement utiliser cette voiture de la façon la plus efficace, et il va certainement essayer de... Oh là 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 là, regardez-le, le pauvre, il est déjà complètement bloqué. Oui, mais dans parce la que là, épingle. vous voyez, dans l'épingle, il a quitté les traces de ses prédécesseurs, où il pouvait retrouver l'asphalte, et lorsqu'il s'est retrouvé dans de la neige épaisse et profonde, eh bien la voiture s'est complètement arrêtée. La Mazda de Carlson a finalement passé la ligne d'arrivée de la spéciale, je le signale, cependant que Darniche reprend la piste. Alors je voulais vous signaler, tout à l'heure, nous avons dit que l'handicap était peut-être pas insurmontable pour Carlson, mais nous avons oublié un paramètre, c'est à savoir s'il a pris des pénalisations routières, oui ou non. Au cas où il en aurait pris plusieurs, je pense que là, dans ce cas-là, ses chances seraient vraiment avérées. Oui, bien sûr. En tout cas, c'est très dommage car on se préparait à suivre avec attention le duel que Carlson allait livrer à Salonen, même si Salonen, bien sûr, est le pilote numéro 1 tout désigné de la firme japonaise, de fer de lance de cette offensive pour le titre lancée par Mazda. Eh bien, Carlson, sur ce terrain, Carlson est suédois, je le rappelle, sur un terrain comme celui-ci, avait sa chance peut-être de s'illustrer. En tout cas, on pourra sans doute lui réparer sa voiture et peut-être pourra-t-il aligner quelques exploits, même si ses chances au classement général sont désormais obérées. Et on continue de suivre Darniche qui, échaudé par sa première expérience, ou sa première mésaventure plutôt dans la première épingle, s'est montré plus boulé par la suite. Oui, Christian. José, je ne sais pas si Darniche est déjà arrivé, Non, mais en tout cas, non. Harald Demuth, lui, vient de partir. Demuth, qui est un Autrichien et qui pilote une Subaru 4 roues motrices. Oui. Demuth a beaucoup couru sur Audi avant d'être recruté par Subaru pour seconder Pereklund dans les épreuves du championnat du monde. Alors, je ne sais pas si vous l'avez à l'image, je le vois monter Nous là-haut. venons de quitter Darniche qui a terminé en 2 minutes 22 secondes et 90, le plus mauvais temps jusqu'à présent, bien sûr, sans parler de Carlson évidemment, mais ça n'est pas étonnant. Voilà Demuth qui est également en difficulté, vous le voyez maintenant, avec sa Subaru à 4 roues motrices. Il a eu manifestement un problème. Il a manifestement un problème mécanique. Là, je ne sais pas s'il s'agit de transmission ou s'il s'agit de moteur, mais en tout cas, il est à l'arrêt, il est arrêté. Voilà, c'est même apparemment, ça va encore beaucoup plus mal que pour Carlson et pour Darniche, puisque lui, il est même en marche arrière maintenant, mais il essaie de repartir. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Claude? À votre avis, de quoi s'agit-il? Peut-on deviner le problème avec lequel Demuth est aux prises en ce moment? J'ai pas très bien compris pourquoi il est redescendu. Est-ce que
On dirait que le moteur manque, hein. On dirait que c'est un problème peut-être d'alimentation. Ça n'a pas l'air d'être un problème d'embrayage, ça n'a pas l'air d'être un problème de... Oui, j'ai l'impression qu'il n'a pas pu remettre en route son moteur avec le contact et qu'il a essayé de profiter de la pente et donc de mettre la voiture en marche arrière pour relancer son moteur. Oui, Christian. José, c'est dommage pour Demuth, alors que c'est le Tchèque Ladislav Kresek qui est sur la ligne de départ. Au volant d'une Skoda, une Skoda officielle. C'est un retour pour Skoda à Monte-Carlo où on n'avait pas vu ces voitures depuis 10 ans, depuis 1977. Kresek va partir dans 10 secondes. C'est un pilote qui a 36 ans. Il est mécanicien de l'usine Skoda et il a débuté en compétition en 1971. Il est pilote officiel Skoda depuis 1981 et ses plus grandes performances, il les a réalisées au RAC en Grande-Bretagne, où il a notamment remporté la victoire en groupe A en 1983. Voilà, c'est parti pour la Skoda de Kresek. Oui, Kresek sans doute, mais c'est pas sec du tout par terre et la Skoda, évidemment, n'a pas l'air dans ces conditions d'être des plus rapides, mais nous allons le suivre avec sympathie ce pilote et cette équipe d'Europe de l'Est qui est la seule pratiquement à oser se mesurer aux grandes équipes occidentales dans les rallyes internationaux. Oui, on les voit régulièrement dans les rallyes du championnat du monde. Ils disposent encore de petits moteurs, mais je pense qu'ils tiennent à être présents. Peut-être qu'ils ont des projets dans le futur et qu'ils veulent disposer au moment opportun peut-être de pilotes ayant une bonne expérience. Oui, alors disons que les ambitions de Skoda et de ses pilotes se limitent à une victoire de classe dans les voitures de jusqu'à 1300 cm3 de petite cylindrée. Mais que, en tout état de cause, il est évident que ce sont des voitures qui peuvent bénéficier des enseignements de la compétition pour s'améliorer au niveau de la série et qu'il faut féliciter la marque Skoda de cet effort, même si leurs voitures ne peuvent prétendre se mesurer à armes égales avec les Lancia ou autres Audi. Eh bien, il faut quand même remarquer que même ne disposant que d'un petit moteur, la Skoda a fait quand même un temps intermédiaire plus rapide que Erwin Weber sur une Golf GTI 16S. Oui. C'est quand même remarquable. Ah oui. Effectivement, oui, Christian. Si je peux ajouter quelque chose, oui. Je crois savoir que l'équipe Skoda, qui dispose d'une seconde voiture ici et qui vient de partir, c'est la voiture de John Ogland. Oui. L'équipe Skoda a l'intention de participer au championnat du monde cette année de façon très assidue. Alors voilà, Ogland est parti pour compléter la course des Skoda et celle de Kresek. Ogland est un Norvégien et il a la particularité d'être le concessionnaire de Skoda en Norvège. Alors je ne sais pas s'il fera mieux que Kresek. Joli pilotage en tout cas, n'est-ce pas Jean-Claude, de la part de Ogland, norvégien. Alors il faut peut-être profiter de la montée de ces voitures pour expliquer un petit peu aux non-initiés quelle est la spécificité de la technique de conduite sur la neige. Je crois qu'on peut dire, n'est-ce pas, que l'essentiel c'est de jouer avec le transfert des masses, n'est-ce pas Jean-Claude? Bien sûr, lorsqu'on a par exemple une épingle comme celle-ci qui est très glissante et très difficile à négocier, eh bien on essaie de profiter au maximum d'un appui opposé dans le virage qui précède pour bénéficier du balancement qui s'ensuit, si vous voulez, et imprimer à la voiture le mouvement qui va lui permettre de s'inscrire parfaitement dans le virage. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'appel et le contre-appel. Oui, Christian. Alors que Kresek en termine avec son parcours, Danis Snobek est parti au volant de sa Mercedes de litre 3 16 soupapes. Snobek que vous connaissez bien puisqu'il fait beaucoup plus de circuits que de rallye. Ce n'est pas un spécialiste de rallye. Et on va voir ce qu'il va réaliser ici au rallye Monte-Carlo. Ah ben, il est évident qu'il n'a pas beaucoup de chances de réaliser une grande performance aujourd'hui puisqu'il conduit la même voiture que Darniche et que nous avons vu tout à l'heure, les difficultés auxquelles Bernard s'est heurté avec cette voiture au cours de sa montée. Ce qu'il faut ajouter peut-être, c'est que Danis Snobek est le préparateur de cette voiture, n'est-ce pas Jean-Claude? C'est ça, oui, des voitures qui sont préparées à Manicourt. Et puis Danis Snobek était bien que ce soit un pistard actuellement, c'est un garçon qui a commencé sa carrière dans les rallyes, qui a une bonne expérience des rallyes, qui aime les rallyes et qui ne manque pas de participer chaque année à plusieurs épreuves.
2:08,95 pour Hoagland, qui a été nettement plus rapide donc que Kresek, de 7 secondes environ. D'ailleurs, ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que ce qui est surprenant, c'est que Kresek, qui a réalisé un bon temps intermédiaire tout à l'heure, a réalisé un mauvais temps final. Et c'est assez surprenant. Il a perdu beaucoup de temps. Je ne sais pas s'il lui est arrivé quelque chose. Oui, il y a peut-être eu un problème mécanique. C'est un peu difficile à évaluer d'ici. On entend assez peu le son des moteurs des voitures. Et voilà Snodek en plein effort, au volant d'une voiture certes extrêmement puissante et réputée pour la qualité de sa tenue de route, mais sur piste ou sur route sèche, disons, et non pas dans des conditions comme celle-ci qui sont évidemment pas du tout de nature à mettre ses qualités en valeur. Mais il devrait quand même réaliser un bien meilleur temps que Bernard Darniche, parce qu'il n'est pas resté bloqué dans l'épingle droite, vous savez. Oui. Et ben voilà, il a achevé 2:09. C'est quand même un petit peu moins rapide que Hoagland et la Skoda, c'est dire, compte tenu de la différence de puissance et de qualité technologique qui sépare la Skoda de la Mercedes, c'est dire quelle est l'influence des conditions de piste sur les résultats et sur la hiérarchie qui se dessine au cours de cette côte. Je voulais en profiter pour dire quelque chose. Tout à l'heure, vous avez vu entre le temps, la différence entre Bernard Darniche et Danny Snodek est importante, mais je voulais vous faire remarquer que non seulement Bernard est resté bloqué dans une épingle, mais ensuite il faut qu'il reparte, vous voyez, et non seulement il perd par exemple 5 secondes, il en perd en réalité beaucoup plus parce qu'il ne profite pas de l'élan de sortie de l'épingle, et après il faut qu'il relance complètement sur un terrain difficile où sa motricité est en difficulté. Voilà, et celui que nous voyons arriver maintenant, c'est Fritz Singer, un pilote allemand au volant d'une Toyota Corolla 16 soupapes, voiture japonaise encore, mais à 2 roues motrices seulement, à traction avant, celle-là. Et nous n'avons pas vu passer Maurice Choma sur une Audi Quattro. José ? Oui, mais on ne l'a pas vu non plus au départ. Voilà. Et en fait, il n'est pas parti. C'est normal que vous ne l'ayez pas vu passer. Oui. Et après Fritz Singer, c'est Pierre Boss au volant d'un coupé Quattro qui est parti, alors que c'est l'Allemand Carola Hoffmann qui est actuellement sur la ligne de départ avec une Golf GTI. Hoffmann qui est un pilote allemand qui découvre un petit peu le Monte-Carlo, qui est un pilote d'un âge respectable, si l'on peut dire. Bon, en tout cas, après ce commentaire courtois, disons que effectivement on est un petit peu surpris de voir qu'il y a déjà quelques coupes sombres qui se sont opérées parmi les favoris, alors que le rallye ne fait que commencer, puisque nous avons vu les ennuis de Carlson, et nous n'avons pas vu ceux de Choma, qui n'était pas un favori, mais qui tout de même... elle est ravissante, cette coéquipière, n'est-ce pas? De qui s'agit-il, Christian? Eh bien, c'est mademoiselle Anne Sors. Je ne sais pas si elle est mademoiselle, finalement. Elle est peut-être madame. C'est la coéquipière de Hoffmann. Ah oui? Eh bien, elle a l'air tout à fait charmante, et il pilote une Volkswagen Golf GTI, groupe A également. Ce sont... Enfin, on peut remarquer quand même que le caméraman a l'œil. Oui, absolument, ça ne lui a pas échappé, et effectivement, il a raison. Il y a effectivement plusieurs dames qui participent à ce rallye de Monte-Carlo. Nous n'en verrons malheureusement pas beaucoup ici au cours de cette émission, car pour la plupart, elles ont des numéros de départ assez éloignés des premiers. Voilà, c'est parti. Voilà, c'est parti pour Horst et sa Golf GTI. Donc, nous en revenons à la déception que nous a procuré le fait que nous n'avons pas vu Choma se présenter au départ. Choma, un pilote très expérimenté, un Français très expérimenté à Monte-Carlo, où il a un beau palmarès. Voilà ici ce que donne, si vous voulez, la montée d'un amateur au volant d'une voiture à traction avant 2 roues motrices. Vous voyez la différence déjà par rapport aux pilotes d'usine qui pilotaient des voitures analogues, sinon équivalentes. Tandis que le soleil continue à briller, absolument imperturbable sur les hauteurs de l'Alpe d'Huez. Station réputée pour son beau temps. Vous voyez que cette réputation n'est pas usurpée. Oui, il fait un soleil fantastique. Et il faut dire que ce soleil, lui, n'a pas aidé les concurrents, c'est certain, car vous voyez l'état de la route.
Et il est certain que si nous avions eu une belle neige bien damée, voilà, le pilote cherche ses marques, cherche sa voie, cherche à rester dans les Pour reprendre l'adhérence. traces, voilà, où on voit ces asphaltes que vous voyez apparaître là en dessous de la couche de neige. Enfin, comme vous l'avez fait remarquer, c'est vrai qu'il conduit beaucoup plus prudemment que les pilotes d'usine qui l'ont précédé, qui n'hésitaient pas à mettre la voiture en dérive pour profiter justement d'un appel contre appel. Voilà, alors est-ce qu'on peut déjà, Jean-Claude, peut-être esquisser un petit bilan sur la première hiérarchie qui se dessine à l'issue de cette petite course de côte. Certes, il ne faudrait pas vouloir en tirer trop d'enseignements, mais enfin c'est quand même assez significatif, je pense, n'est-ce pas ? Eh bien, en tout cas, il faut remarquer que les Lancia ont pris solidement les 3 premières places, et je pense quand même que c'est de bon augure, parce que l'équipe Lancia est certainement celle qui dispose ici de la plus grosse expérience de la course, avec Cesare Fiorio comme directeur, qui est un garçon intelligent et qui connaît la course comme personne au monde et qui a la sensibilité de la course. Donc je crois... Oui, donc il faut dire que ici, gros succès de Lancia finalement, qui s'empare donc des 3 premières places devant la Mazda de Salonen et l'Audi de Walter Röhrl et la Ford Sierra 4x4 de Stig Blomqvist. Pas de surprise donc, mais probablement la promesse d'un Monte-Carlo passionnant et extrêmement serré. Très disputé en tout cas. Voilà. Retour au sport dans le Monte-Carlo après une première journée agitée. Retour au sport et domination des Lancia spéciales 6, 7, 8 et 9. Lancia en tête dans des ordres différents. Ce matin, le scratch pour Biasion dans Saint-Jean-en-Royan. Et cet après-midi, dans Lalouvet et Saint-Bonnet, retour de Sabi qui revient en général derrière Biasion qui enlève le boulidon, alors que Campinen est toujours là. Lancia, et d'une façon générale, domination des 4 roues motrices sur un terrain qui leur est plus que favorable. En 4e position, on trouve en effet Röhrl, toujours présent avec une voiture qui approche les 1400 kg, beaucoup de chevaux, mais beaucoup trop de poids malheureusement. 5e en embuscade, Blomqvist avec la Sierra 4x4 à près de 4 minutes, et derrière, c'est le trou. Carlson, pénalisé dans le prologue par un turbo défaillant, est à plus de 8 minutes. Ragnotti, avec sa traction, demeure premier des 2 roues motrices, mais recule sans arrêt, alors qu'après, la menace se précise. Cette menace, elle s'appelle Visa, et notamment celle de Dorsch, Ballet, Dubois, Vergniaud, qui ne vont pas tarder à rentrer dans les 10 premiers. Et la menace encore, c'est aussi celle des Gruppen et des Lancia 4x4. Regarde Bruno Sabi toute la détermination d'un leader du rallye de Monte-Carlo. Le pilote français précède ses 2 coéquipiers de Lancia, l'italien Biasion et le finlandais Kankkunen. 2 pilotes latins devant un nordique, c'est le monde à l'envers. Dans cette première spéciale de la journée, sur un parcours complètement verglacé, Sabi va justifier sa première place. Pilotage en finesse, juste ce qu'il faut de glisse. Le Grenoblois est décidément à l'aise sur tous les terrains. Seule question, la malchance tenace qui accable Sabi au Monte-Carlo depuis plusieurs années, va-t-elle le laisser en paix? Réponse non. C'est au départ de la spéciale que ça a cassé. Il n'y a eu aucun signe avant. Tout allait bien. Donc c'est l'abandon. Je crois que là, on n'a pas le choix. Un manque de fiabilité dont souffre le pilotage du nouveau leader du Monte-Carlo. Dans la 12e spéciale, le Finlandais volant se loupe au freinage comme un vulgaire débutant. Cela ne l'empêche pourtant pas de réaliser le meilleur temps et de consolider sa première place. Et sur ce terrain glissant, il y a 2 courses, celle des 4 roues motrices et celle des 2 roues motrices. Dans la seconde catégorie, mention à Ericsson, il est 7e au général sur sa Golf. Il précède la R11 Turbo du français Ragnotti. Le Vauclusien se sent mieux dès que le goudron apparaît. Malheureusement, dans ce Monte-Carlo, c'est rare. Après 6 épreuves spéciales, les Lancia ne sont plus que 2. C'est Kankkunen qui est entré en tête au parc fermé de Gap devant Biasion. Mais les Lancia tiendront-elles jusqu'au bout? C'est toute la question. Une interrogation qui pourrait faire l'affaire de Röhrl, placé en embuscade à la 3e place. D'autant qu'une réclamation pour non-conformité de la Lancia pourrait être déposée.
Les Lancia ont dû recevoir l'ordre d'assurer. Aussi, le retour sur Monaco a été largement favorable à la marque allemande. Et dès la première spéciale à la sortie de Gap, le grand Walter signait le premier scratch avec son Audi devant tout de même la Lancia de Kankkunen. Biazon, lui, avait fait une erreur de pneumatique et était 7e. Walter Röhrl allait récidiver cette performance dans les 19 et 20e spéciales, mais les quelques secondes ainsi reprises ne changeaient rien, puisque les Lancia se partageaient, elles, les 18 et 21e. Bilan avant le final, Kankkunen conserve la tête avec 51 secondes d'avance sur Biazon et 5 minutes 50 sur Walter Röhrl, 8,40 sur la Ford Sierra de Blomqvist et 12,10 sur la Mazda de Carlsson. Inutile de vous préciser qu'avec un tel avantage, la firme italienne va dorénavant gérer son capital. Quant à la première de roue motrice, la Golf d'Ericsson, elle est 6e, mais attention, à 26 minutes 26 du leader, c'est donc une autre course que se livrent les tractions avant, les suivantes étant les R11 de Ragnotti et Chatriot, mais avec près de 2 minutes de retard sur la Golf. En groupe N, de nouveau suprématie des Lancia et un duel fabuleux entre l'Italien Furio et le Grenoblois Bertrand Ballas, ce dernier qui a repris 1 minute 10 en 5 spéciales. Tragique, l'idée du remplacement des prototypes du groupe B par les voitures de série du groupe A passait pour la première fois du domaine de la théorie aux réalités de la route. L'accouchement ne s'est pas passé sans douleur, il faut bien le reconnaître. Et le bébé, il faut l'avouer, n'en est pas sorti indemne. En effet, si l'on peut assimiler à une sorte de grossesse nerveuse le processus qui a abouti à l'excommunication des groupes B et à la promotion des groupes A, c'est par une espèce de fausse couche que l'enfantement a commencé dimanche dernier à l'Alpe d'Huez. La première épreuve spéciale, qui n'était destinée qu'à donner l'occasion au rallye d'effectuer un show télévisé aussi spectaculaire et promotionnel que possible, a produit l'effet exactement inverse de celui qui était recherché. En s'enlisant dans la neige fondue d'une côte mal exposée, trop pentue et au tracé nul, qui n'avait à l'évidence été choisi que pour faire de la publicité à une station de sport d'hiver, les nouvelles vedettes des rallyes se sont en effet ridiculisées. Les intérêts politico-commerciaux ont malheureusement pris ce jour-là le pas sur les impératifs sportifs et la crédibilité des groupes A s'en est trouvée d'emblée entamée. Mais il ne fallait pas pour autant tomber dans le piège de tirer de ce non-événement des conclusions trop hâtives. Lorsqu'une nouvelle formule entre en vigueur, on s'attend à des surprises. Parce que son expérience à ce niveau de compétition est unique, parce que son potentiel technique est sans égal, et parce qu'elle alignait un trio de pilotes aux références impressionnantes, l'équipe Lancia se présentait la mieux armée. Mais c'était la première fois que les Delta Turbo à 4 roues motrices s'alignaient en compétition. Dès lors, si on les rangeait naturellement au nombre des favorites, c'était sur le même rang que les Mazda, qui bénéficiaient déjà d'une saison de mise au point, et que l'Audi 200 Turbo de l'épouvantail Walter Röhrl. Toutefois, d'entrée, les voitures italiennes s'imposaient comme les plus rapides. Et au soir de la première étape du parcours commun, elles occupaient les 3 premières places du classement général, après que Sabi, Biasion et Kankkunen se soient disputés les victoires dans les spéciales à coups de dixièmes de seconde. Sur le plan technique, vous redoutiez la nouveauté de la voiture. Jusqu'à présent, est-ce que vous avez eu des problèmes et est-ce que vous êtes encore inquiet à cet égard? Nous n'avons pas encore eu de problème, mais nous sommes toujours inquiets parce que la voiture a fait quand même son début en compétition. Et bien que les conditions d'enneigement de tout le rallye ne posent pas de problèmes trop sérieux à la mécanique, c'est-à-dire les pilotes doivent conduire avec beaucoup plus de souplesse que si on était sur l'asphalte. Et cela, évidemment, nous soulage un peu l'effort mécanique et nous espérons que ça continue comme ça, parce que quand même, la voiture doit faire encore beaucoup de chemin pour être fiable comme on voudrait. Alors vous avez exercé, ou plus exactement vos pilotes ont exercé jusqu'à présent une suprématie totale sur ce rallye. Maintenant, votre problème va être de gérer leur rivalité, parce qu'ils se livrent à l'évidence à une bataille acharnée. Oui, c'est vraiment le genre de problème que j'aime bien avoir. Celui que j'aime pas avoir, c'est quand on est derrière de 3 minutes et on n'arrive pas à suivre les autres. Bruno Sabi, très motivé, était bien parti pour inscrire le Monte Carlo 87 à son palmarès. Il avait l'étiquette d'un spécialiste de l'asphalte, comme tous les Français. Or, dans ce début de rallye enneigé à 100%, il démontrait qu'il avait accompli des progrès considérables sur ce terrain. Hélas, la réussite, une fois encore, ne devait pas être de son côté.
Au départ de la 12e spéciale, il était trahi par la transmission de sa Delta, qui devait d'ailleurs s'avérer le seul point faible de la conquérante voiture italienne. C'est qu'il y a un tournevis là. Un petit tournevis, faire sauter l'éclipse. Dès lors, la supériorité des Delta, qui remporteront 19 spéciales sur 26, s'avérant irrésistible, la victoire ne pourra plus échapper à l'un de ses pilotes. À cet égard, une seule question se posait, lequel des deux allait s'imposer, Biasion ou Kankkunen? Dans la 17e spéciale, le Finlandais prenait un avantage d'1 minute qui pouvait paraître décisif à la faveur d'une erreur dans le choix des pneus de l'Italien. Mais en réalité, Cesare Fiorio, l'habile directeur de l'équipe Lancia, détenait entre ses seules mains le sort du rallye. Il en avait fixé les règles, sinon choisi l'issue. Et alors que l'on croyait déjà que le champion du monde en titre avait gagné, celui-ci, s'arrêtant plus d'1 minute avant la fin de la dernière spéciale, abandonnait la victoire à son coéquipier. Stupéfaction générale. Nous avons dit, bon maintenant on ralentit, on va doucement, et ça c'était à Gap avant-hier soir. On assure jusqu'où? On assure jusqu'au Turini. Au Turini, on va faire une belle bagarre libre, et qui gagne le Turini gagnera la course. Ça a été décidé alors que les deux pilotes, Biasion et Kankkunen, étaient à égalité. Et aujourd'hui sur le Turini, on a fait une belle bagarre. Biasion a gagné, c'était lui qui avait le droit de gagner, et voilà. La victoire de Biasion est-elle usurpée? Le talentueux pilote italien s'en défend avec une conviction qui a tous les accents de la sincérité outragée. C'est très important de connaître qu'après les stops de Sabi pour la boîte à vitesse, Fiorio il a donné les stops à l'équipage. Et Kankkunen n'a pas été très correct. Il a continué à attaquer. Et moi, j'ai acheté les décisions de Fiorio. Oui. Turini, c'est l'université de rallye. Et Fiorio, il a choisi que nous avons fait le meilleur temps à Turini, qu'il va faire le temps, va gagner le rallye. Et je pense que j'ai fait un fantastique descendre et j'ai gagné. Il a bonne conscience, Mickey, et il part joyeux vers l'hôtel où l'équipe Lancia va tenir une conférence de presse quelque peu houleuse. Car Kankkunen, lui, fait carrément la gueule. Et quand on lui demande de déclarer si la version officielle des événements est vraie ou fausse, tout ce qu'il consent à répondre, c'est « no comment », pas de commentaire. Sur le papier, les Mazda faisaient figure de principal rival des Lancia. Mais en perdant d'emblée son pilote figure de proue Timo Salonen, en raison d'une défaillance de préparation qui coûta aussi un important retard à Carlson, son deuxième pilote, l'équipe japonaise s'est trouvée contrainte à une course sans éclat. À Gap, au soir de la deuxième étape, le pilote suédois ne se faisait d'ailleurs plus aucune illusion sur ses chances de victoire. Non, les Lancia vont trop vite, je ne peux pas rivaliser avec elles. Pour quelle raison? Je ne sais pas exactement. Toujours est-il qu'elles sont trop rapides pour nous. Quelle sera votre tactique dès lors? Eh bien, je vais m'efforcer de garder la 5e place et de terminer. Je ne pourrai pas faire mieux. Mais Warmbold, le directeur de l'équipe Mazda, est moins résigné que son pilote. Il se révolte contre la supériorité des Lancia qui, selon lui, ne sont pas conformes au règlement et menace de porter réclamation. L'ambiance devient lourde, les esprits s'échauffent. Ainsi, contrairement à l'habitude, nous sommes éconduits du garage où se déroule l'assistance Lancia à Gap. Non, pour le moment, non, parce que sinon, M. Fiorio, il va me... Non, à chaque rallye, sur les rallyes... Mais nous, on a toujours dit oui. Mais la président, qui sont... Mais pourquoi? C'est à cause de la réclamation, non? Non, c'est pas à cause de la réclamation. C'est à cause que maintenant, ici, on avait dit qu'on voudrait bien de rester tranquille pour faire travailler Personnellement, je suis pas du tout d'accord avec la voiture Lancia parce que on avait le problème. Eux, ils avaient peut-être dans leurs essais et ils ont trouvé on pouvait faire mieux. Ils ont fait, mais c'est pas réglementaire. Nous, on ne pouvait pas faire la même chose. Je suis très en colère de ça parce qu'on dépense aussi beaucoup d'argent. On est une usine.
on met tout dedans pour gagner. Et je ne veux pas dire maintenant, au milieu du rallye, qu'est-ce que je vais faire à la fin, mais je crois je suis tout ouvert à tout. Finalement, bien que lâché par les autres concurrents qui refusent de faire cause commune avec lui, Warmbold posera réclamation. Les Lancia seront vérifiés de fond en comble après l'arrivée du parcours commun. Comment ça se passe alors? Demandez au commissaire. Le sourire malicieux de Fiorio ne trompait pas, Cesare le renard était sûr de son coup et ses voitures seront lavées de tout soupçon par l'examen des commissaires techniques. À l'évidence, dans cette nouvelle version de la fable, Warmbold le corbeau s'était montré naïf. Il lui faudra réviser son interprétation du règlement, assurément plus restrictive, mais apparemment moins compétitive que celle de son rusé rival. En choisissant la puissante mais encombrante Audi 200 Turbo, Rorl avait surpris. Au début, tant que les routes furent complètement enneigées, le champion allemand dut d'ailleurs laisser s'envoler les Lancia. Mais par la suite, sur parcours mixte et à l'aide de Michelin bien adaptés à ce type de terrain, il parvint à remporter 5 spéciales. Cependant, les pilotes des Lancia se contentaient alors d'assurer. La sobriété légendaire du style de Walter contraste de manière saisissante avec la manière ô combien spectaculaire mais ultra efficace de Stig Blomqvist, ici à l'attaque. Sur la neige, le Suédois était pourtant dans son élément et il tira le maximum de sa Sierra 4x4. Mais dans l'école, le vieux V6 Ford avait le souffle trop court. Dans ce rallye enneigé, les 2 roues motrices furent complètement surclassées. Prenant leur revanche de l'an dernier, les Golf, sous l'impulsion d'un Ericsson très brillant dans ces conditions, prirent le meilleur sur les Renault 11 Turbo emmenés par Jean Ragnotti. Au début du rallye, les Renault étaient plus rapides, mais ensuite vous avez pris le dessus. Comment ça se fait? En fait, je suis parti prudemment. Quand j'ai vu que ça ne suffisait pas, j'ai attaqué davantage et vous voyez, ça m'a bien réussi. Un phénomène, c'est Ericsson, 6e au général. Quant à l'escouade de la régie, qui perdit oreille, elle dut s'incliner nettement. Ragnotti a concédé plus de 5 minutes aux Suédois. Sacrément rapide cette Golf alors quand même. Hein. Les Suédois, pour eux, la semaine du blanc, ça leur fait rien du tout. Hein. Oui, c'est ça. Ils sont à l'aise comme tout. Hein. Moi, il y a 3 ou 4 ans que j'ai pas remis les pieds à Monte-Carlo et j'avais un tout petit handicap, une réaccoutumance qui est pas facile. Bon, les voitures sont quasiment identiques, il y en a une qui a un turbo, l'autre non. Et puis au niveau des pneumatiques, on n'a pas les mêmes. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui est extraordinaire ou le compromis des deux qui fait qu'il y a certains spéciales il est mieux que nous. Mais de toute manière, pour moi, je mets en premier le pilote. Un autre pilote qui a fait grosse impression, c'est l'Italien Caneva, au volant de sa Delta Groupe N préparée à l'usine. Mais il sortira de la route et la victoire dans ce groupe reviendra à l'excellent Bertrand Ballas au volant d'une voiture du même type. Décidément, le triomphe de la Delta a été complet. Au départ, on était handicapé parce qu'on n'a pas un budget pour changer de pneus à chaque spécial. Et sur la neige, c'est primordial parce que le clou, au bout de 10 km, ma voiture est lourde, elle fait 1300 kg. Le clou se couche sous la voiture et la voiture ne freine plus. Donc on était handicapé à ce niveau-là. Et depuis que le terrain est mixte, c'est-à-dire pas totalement enneigé, donc on peut se permettre avec des gommes plus dures qui résistent sur l'asphalte de faire des temps et ça nous permet de devancer les Lancia d'usine. En groupe B, mettant à profit les conditions d'enneigement dans lesquelles leur légèreté et leur agilité firent merveille, les Visa 1000 pistes ont fait un festival, notamment Dorsch et Ballet, 7e au général. Vous amusez bien, je présume, à vous voir, en tout cas c'est l'impression que vous donnez. Ah ben c'est vraiment un jouet, je crois que j'ai pris un plaisir fantastique à conduire cette voiture. J'ai passé une semaine au ski parce que j'ai glissé tout le temps et j'ai éprouvé énormément de plaisir. Voilà, à l'heure du bilan, ce rallye Monte-Carlo 87 nous laisse sur un petit sentiment d'insatisfaction tout de même. Pourquoi? Parce qu'il a été un peu gâché par les problèmes politiques, par les querelles intestines, par les querelles réglementaires aussi, mais surtout sans doute parce qu'il a été largement dominé et presque écrasé par les Lancia Delta à 4 roues motrices, ces voitures fantastiques, si fantastiques même que nous n'avons pas résisté au désir
de vouloir les essayer. Nous en avons fait la demande à Cesare Furio, qui a bien voulu nous confier le volant de l'une d'entre elles. Et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit justement de celle que Mickey Biasion vient de mener à la victoire. C'est une boîte sans synchro, je crois, boîte à crabeau, hein, c'est ça? Non ci sono sincronizzatori. Non, il n'y a pas de sincronisateur. Alors, è difficile? Non, vous faites vite. Si vous faites vite, c'est pas très difficile. J'essaierai. Pas encore remise de ses efforts, la lauréate est sans doute un peu fatiguée. Mais ses 230 chevaux sont encore sacrément vaillants et ils piaffent du plaisir de retrouver la neige du Turini. Ce qui m'incite à les solliciter avec beaucoup de respect et encore plus de prudence. Mais l'équilibre et la maniabilité de la Delta 4x4 sont si extraordinaires que bientôt, la confiance vient. Cette voiture est un véritable jouet entre mes mains malhabiles, alors entre celles de Saby, Cancunen ou Biasion. En vérité, il faut prendre garde à ne pas se laisser griser par l'apparente facilité de conduite de cette voiture. Les groupes B, c'était fabuleux, c'est... Premier problème, énorme bouchon à l'Alpe d'Huez. Face à face, skieurs et spectateurs, au milieu, les concurrents, 20 seulement au départ de la première spéciale. Premier drame, l'abandon du leader, Bruno Saby, au départ de la 12e spéciale, couple conique rompu, transmission cassée, les larmes. Dès lors, 2 courses en une. Devant, chassé-croisé des coéquipiers de Saby, Cancunen et Biasion. Bagarre des Lancia, de spécial en spécial. Rorl en position d'attente à la 3e place. Derrière, Ericsson en tête des 2 roues motrices, aux prises avec les R11 Turbo de Chatriot, mais surtout Ragnotti pour le spectacle. Carlson, seul en course après l'abandon de Salonen, chez Mazda on n'aime pas la rapidité des Lancia. On parle alors de non-conformité des voitures italiennes. Motif du litige, c'est bouche d'aération. Le matériau du pare-choc avant, passage de roue et suspension de la Delta Turbo. Nos voitures sont parfaitement conformes et nous sommes prêts à n'importe quelle vérification qui peut être demandée par les commissaires techniques. Réclamation rejetée, les Lancia dominent toujours, avantage Cancunen sur la neige, Biasion sur l'asphalte. Trop proches l'un de l'autre, les pilotes Lancia, suspense pour la tactique de course. C'est moi qui me fait peur, j'espère maintenant piloter avec suffisamment de prudence pour ne pas casser la voiture, sinon tout va bien. Moi, ma technique, c'est toujours la même, hein, me battre avec Cancunen et passer devant. Malheureusement, en fin de la bagarre en queue de poisson, arrivé de la 26e et dernière spéciale, on attend Cancunen, surprise, c'est Biasion. Explication, le Finlandais stoppe à 500 mètres de la ligne, laisse passer le vainqueur du Turini sur ordre de Furio. Quelquefois ça se fait ouvertement, quelquefois ça se fait un peu en douce. Quand on est pilote d'usine, quand on est engagé par une équipe, par un team, on sait que cela peut se produire. Et un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Et c'est justement pour ça que tout le monde l'accepte, parce que c'est pas toujours le même. Course d'équipe, d'accord. Intérêt des marques avant celui des pilotes, peut-être. Seul juge le public. Y a-t-on vraiment pensé? Il m'est arrivé de mettre 4h30 pour monter à pied Monte-Carlo, je le ferai plus pour un quart d'heure. Le rallye, c'est mort. Souhaitons le contraire, ce serait dommage pour le championnat du monde, mais attention, feu orange sur sa crédibilité. Lancia, de Monte-Carlo, 1904, vous allez retrouver tous les copains, tiens Harry, 87. Tous les copains sont là. Voilà, Vela, juste à la sortie de ce virage, avec les Lancia Delta. Voilà. Tout s'est joué en fait dans le Turini qui a eu valeur de juge de paix. Mais il serait tout à fait indécent de réduire le triomphe Lancia à ce seul aspect négatif de sa victoire finale. Lancia a cadenassé le rallye dès le départ. Lancia a réussi la course parfaite. Lancia a placé 2 de ses voitures aux 2 premières places. C'est cela la grande leçon de ce rallye Monte-Carlo. C'est la preuve aussi que dans la course au titre de champion du monde des rallyes, la firme italienne possède actuellement une bonne longueur d'avance sur toutes ses rivales. On attendait mieux entre autres de l'Audi 200 Quattro de Walter Rorl, et Rorl lui-même attendait mieux sans doute de sa voiture. Rorl, c'est Monsieur Monte-Carlo, c'est l'homme aux 5 victoires, et il termine cette fois à plus de 4 minutes des Lancia. L'écart ne reflète pas, loin s'en faut, la valeur des pilotes. Il est plutôt révélateur de la supériorité des voitures italiennes. L'Audi ne disposait pas sans doute des 300 chevaux annoncés, elle fut rarement en concurrence avec les Lancia.
Rorl à 4,10 et Blomqvist à 10,07. Pour être franc, on attendait beaucoup mieux de la Ford Sierra 4x4 du pilote suédois. Les Ford sont sans doute en période de rodage. Il ne faut pas les condamner sur leur Monte-Carlo. Pour les juger, on attendra le prochain rallye de Suède où Blomqvist court dans son jardin. Nous serons moins sévères à l'égard de Mazda qui avait 2 voitures au départ et qui en a perdu une, celle de Salonen, à la suite d'ennuis mineurs au turbo, alors que la seconde, celle d'Ingvar Carlsson, aurait rivalisé avec l'Audi de Rorl pour la 3e place si elle n'avait pas perdu un temps considérable au début du rallye. Les Mazda, c'est sûr, ont les moyens de réussir dans un avenir proche. Mention spéciale aux petites Visa 1000 pistes de Ballet et d'Orge qui ont réussi à s'intercaler entre la Golf d'Ericsson et la R11 Turbo de Ragnotti. Groupe A à 2 roues motrices, ces dernières étaient trop handicapées sur la neige pour qu'on puisse présager de ce que sera leur avenir dans le championnat du monde. Et puis nous terminerons ce panorama avec un amateur, Xavier Thuriot, 49e au général avec sa 205 GTI. Ce sera notre façon de tirer un coup de chapeau à tous les amateurs du Monte-Carlo. Je tiens à le faire tous les ans. C'est vraiment, il y a une ambiance formidable et puis cette année c'était particulièrement sympa, comme c'était très enneigé. On s'est vraiment régalé, notamment dans la Chartreuse.